Bonjour à tous, bienvenue à la Cinémathèque pour cette première conférence en ligne. Covid oblige, lors de la prévision de la diffusion du Désert des Tartares, le film de Zurlini de 1976, nous comptions sur une introduction d'une conférence de Marie-Jeanne Potente, aidée aujourd'hui par Édouard Piolet, qui nous fera la lecture des textes. C'est deux membres éminents de l'association Capucine, qui aujourd'hui seront filmés à la Cinémathèque pour une diffusion en ligne lors de la projection du film. Je leur laisse la parole immédiatement et les remercie de leur présence. Quel drôle de titre et de sous-titre, direz-vous. Mais oui, j'ai pensé qu'il convenait d'adoucir l'idée qu'on pourrait se faire à la seule vue de son affiche, des chevaux, des militaires, une forteresse impressionnante, et au seul mot du titre, désert et surtout Tartare, ces hordes venues du nord, car surgiraient alors, sans doute, les images d'un probable et sanglant western nordique. Or, vous n'entendrez qu'une seule rafale. Les militaires que vous verrez se déplaceront avec calme et dignité, et les seuls bruits de bottes seront les claquements de talons réglementaires d'officiers stylés et respectueux. En introduction, et pour rester dans le vocabulaire cinématographique, deux flashbacks situeront en miroir et dans leur temps italien les deux hommes que vous voyez à l'écran. 1940 et le roman Le désert des Tartares de l'écrivain Dino Buzzati. Et 1976, le film Le désert des Tartares du réalisateur Valerio Zurlini. Deux créateurs qui nous offrent donc l'opportunité de nous pencher, comme il nous fut naguère proposé de le faire, sur les problématiques du passage de l'écrit à l'écran. Et loin de constater ce que les critiques soulignent à l'envi, les infidélités des réalisateurs, leur irrespect de la morale de l'histoire, pour ces deux créateurs-là, c'est le contraire. L'adéquation est parfaite et les phrases de l'un sont les images de l'autre. Et dans l'œuvre qui nous concerne ce soir, parler de l'un sera parler plus qu'un peu de l'autre. Ainsi, certains de mes modestes commentaires du film seront illustrés par des citations extraites du roman. 1940, rappelez-vous, l'Italie finalement unifiée était restée difficile à diriger. Et Victor Emmanuel III, ce roi si faible, si éloigné de son peuple, si ignorant des réalités socio-économiques, fut pris de panique devant l'éventualité d'être renversé par une révolution communiste. Ça n'avait donc été qu'un jeu d'enfant pour Mussolini de se faire confier le pouvoir effectif après le simulacre de coup d'État que fut sa marche sur Rome en 1922. Les terribles lois fascistissimes, désormais, avaient mis tout le monde au pas et étouffé toute velléité de liberté. Et maintenant, en 1940, après le pacte d'Acier, Mussolini a entraîné l'Italie dans la guerre, aux côtés des armées hitlériennes, sans négliger évidemment l'emprisonnement et l'exil aux récalcitrants, ou même aux tièdes. Et à Milan, rue Solferino, numéro 28, se dresse l'imposant immeuble du journal Corriere della Sera. Un zoom, c'est la nuit, dans un des nombreux bureaux de la rédaction, un jeune journaliste, Dino Buzzati, devant une Remington, sa compagne d'une vie, écrit. Pendant une certaine période de 1933-1939, j'y ai travaillé de nuit, à un travail de routine. À côté de moi, il y avait des collègues dont la plupart étaient plus vieux.
Tous, évidemment, dans leur jeunesse, avaient espéré pouvoir faire quelque chose de plus brillant, de grands reportages, voyager à travers le monde. Et puis, peu à peu, ils s'étaient fossilisés, renonçant progressivement à leurs espoirs. Cette monotonie du travail m'a fait penser à écrire une histoire où serait résumé le destin de l'homme moyen, de l'homme qui espère en cette grande occasion, qui fait tout pour la faire venir. Mais il semble que, quand elle est sur le point de se concrétiser, elle s'éloigne et disparaît. Et quand Buzzati rentrera chez lui au petit matin, il écrira encore et encore, mais pour son propre compte. Ainsi, il transpose dans une allégorie son expérience journalistique et naît un roman, La forteresse. L'imposant immeuble qu'est le Corriere della Sera deviendra donc une forteresse militaire avec ses murailles monumentales, ses labyrinthes profonds, ses redoutes. Elle sera située dans une nature aride, désolée, inquiétante, annonciatrice de mort. Et là, les militaires vivront dans l'attente de bataille, mais le temps, toujours, fuira, inexorable, vers le vide. Arrête, arrête, voudrait-on crier, mais on se rend compte que c'est inutile. Puis, les hommes, les saisons, les nuages. Et il est inutile de s'agripper aux pierres, de se cramponner au sommet d'un quelconque rocher. Les doigts fatigués se desserrent, les bras retombent, inertes. On est toujours entraîné dans ce fleuve qui semble lent, mais qui ne s'arrête jamais. Les horreurs de la guerre vont déferler. Buzzati, maintenant correspondant de guerre, voyage en Libye, en Abyssinie, ce qu'on appelle actuellement l'Éthiopie, et passe de longs mois dans la marine royale. Il ne peut s'occuper de la correction des épreuves, ni soumettre à la censure du Minkulpop, le ministère de la culture populaire, ni par conséquent publier son roman. C'est son âme sœur, son ami Arturo Brambilla, qui va s'en occuper. La censure, toujours stupide, exige le changement du titre, car en ces temps cruciaux d'une guerre haïe, il est trop évocateur. La forteresse devient ainsi le désert des Tartares. Et stupidité des stupidités, on doit remplacer la troisième personne de politesse, le lei traditionnel de la langue italienne, par un voi, un vous, qui fait plus peuple. Finalement, le roman passe à travers les minables tracasseries de la censure, sort en 1940 et est très moyennement accueilli. Et ce ne sera qu'après la parution en France en 1949 de sa traduction par Michel Arnaud aux éditions Lafon que le roman connaîtra un immense succès et que Buzzati deviendra célèbre. Et je suis sûr que tous ici présents, vous avez en tête la chanson de Jacques Brel. Je m'appelle Zangras et je suis lieutenant au fort de Belonzeau qui domine la plaine, d'où l'ennemi viendra, qui me fera héros. Bon, arrête, on n'a pas le temps. Je reprends pour dire simplement qu'en 1940, Buzzati est tout jeune, il a 34 ans. Les années passent, maintenant en 1976, l'Italie est devenue une république, par référendum, mais par seulement 54% des voix. Et elle est aux mains de la démocratie chrétienne qui craint plus que tout un revirement politique et une victoire de la gauche, et qui se défend en entretenant une politique de la tension sous l'aile protectrice, très protectrice de la mafia. Le pays traverse les dites années de plomb avec le terrorisme rouge répondant au terrorisme blanc. Les intellectuels se sont impliqués et exprimés politiquement. On remarque une intense production dans le monde du cinéma, empreinte de préoccupations politiques ou d'évocations historiques. En 1976, le public vient déjà d'apprécier en 1974 Vittorio et Paolo Taviani et leur historique Allons enfants, Visconti et sa violence et passion. Il nous a explicitement mis en garde. Scola a donné son mélancolique Nous nous sommes tant aimés. En 1975, Pasolini, lui,
a asséné à son public Salo ou les 120 journées de Sodome. Et puis en 1976, justement, Bertolucci a donné son magnifique 1900 et Rosi a lâché son cadavre exquis, un vrai coup de poing en pleine face. Tous hommes de grande culture et engagés selon la formule. C'est donc une grande surprise lorsque sort un film de Valerio Zurlini, un cinéaste discret et rare, plutôt en retrait de toutes les préoccupations politiques, catalogué existentialiste et dont les affiches qui envahissent la ville annoncent le désert des Tartares, inspiré du roman éponyme de Dino Buzzati, mort lui en janvier 1972. Valerio Zurlini a 50 ans. Alors, 1940-1976 est question, 36 ans d'attente pour que ce roman célèbre et célébré inspire un cinéaste, et surtout dans cette Italie où l'on apprécie tant les images et où l'adaptation pour le cinéma des œuvres littéraires est presque une tradition. Ce roman traduit dans des dizaines de langues, du norvégien au japonais, du russe au chinois ou à l'hébreu, sans parler de la France, où on lit, on étudie, on adore l'œuvre et l'homme Buzzati. À vrai dire, de très grands cinéastes s'y étaient risqués. Les Italiens Luchino Visconti et Michelangelo Antonioni, l'Anglais David Lean, le Hongrois Miklós Jancsó. Mais ils avaient renoncé devant la difficulté de traduire en images, de donner mouvement et rythme à un texte si poétique et surtout évoquant des abstractions. La fuite inexorable du temps, l'attente, les errances silencieuses, les habitudes délibitantes et la mort annoncée. Eh bien alors, justement, Zurlini nous apparaît comme l'homme qu'attendait le roman. Zurlini, le reflet de Buzzati, dans un miroir elliptique. Mais si Zurlini avait dévoré ce roman durant un voyage en train, s'il l'avait adoré et ressassé dans sa tête, un peu parce qu'il se débattait dans les affres de ses problèmes existentiels, un peu parce qu'il était toujours en délicatesse avec les producteurs, il n'avait même pas eu le loisir de penser à l'adapter. Et nous verrons tout à l'heure comment et grâce à qui cela arriva quand même. Quelques mots de présentation de ces deux créateurs. Dino Buzzati, né dans une famille bourgeoise aisée et cultivée, en 1906 à Bellugno, en Vénétie, au pied des Dolomites, ces montagnes qu'il adora. Grand sportif, il les escalada sa vie durant en solitaire. Mais c'était en fait un homme très compliqué et plein d'angoisse et hypocondriaque de surcroît. Et il adora, autre solitude, l'écriture sous toutes ses formes et la peinture qu'il déclarait être son inspiration première. Valerio Zurlini, né dans le même genre de milieu en 1926 à Bologne, lui aussi plutôt beaucoup compliqué, vécu avec des passions, celle du cinéma mais aussi celle dévorante de la peinture. Il fut un critique d'art reconnu et un collectionneur compulsif. À sa mort, ses héritiers ont hérité d'un véritable musée. Deux physiques secs, deux visages presque semblables, deux esthètes, dandys, délicats, discrets, deux personnalités tourmentées, éprises d'absolu, sans compromission. Mais pour échapper à leurs tourments, l'un se jettera tout entier dans une écriture protéiforme, poétique, fantastique, tout en peignant et en restant fidèle au Corriere della Sera. Il avait gravi tous les échelons, il avait désormais la charge exclusive de la fameuse page 3 du journal entièrement dédié à la culture. L'autre, luttant contre ses dépressions et ses multiples addictions, affrontera avec subtilité et élégance les images et les couleurs et les sons, mais ne réussira à faire accepter et financer
outre dans sa jeunesse 9 excellents courts-métrages publicitaires, des exemples du genre, que 8 longs-métrages en 22 ans. Alors, dans ces temps compliqués, quel fut leur engagement politique? À l'arrière-plan, dictature et occupation nazie pour Dino Buzzati, qui a 20 ans d'avance sur Zurlini, et ensuite les deux seront les témoins des politiques désastreuses auxquelles j'ai fait allusion. Buzzati est resté un peu en retrait, alors que les écrivains en tout genre se sont engagés et exprimés clairement, et parfois à leurs risques et périls. Italo Calvino, résistant des brigades Garibaldi, Carlo Levi, confinato, c'est-à-dire exilé intérieur dans le sud désolé, Leone Ginsburg, torturé à mort, et Primo Levi, déporté à Auschwitz et qui en revint détruit. Mais Buzzati, s'il ne s'engagea pas officiellement contre le fascisme, ne prit jamais la tessera, cette carte du parti fasciste, pourtant bien pratique, ne serait-ce que pour manger. Et bien que journaliste très apprécié et chouchouté par son journal, il subit évidemment les coupes drastiques de nombreux articles, sans autre punition. Et il sut habilement utiliser les Elzévirs de la page 3, page culturelle de tous les journaux de l'époque, pour s'exprimer sans attirer l'attention des censeurs. Peu enclin ou pas capable, là c'est moi qui suis peu aimable, peu enclin donc à lire les élucubrations des cultureux. Et là, ce sont les mots des censeurs eux-mêmes. L'éditeur Mondadori les a tous publiés en 2010 avec le titre « Les hors-la-loi de la montagne ». De plus, une lecture attentive de ses écrits de l'époque nous éclaire sur son non-ralliement, qu'il s'agisse de ses contes fantastiques, de ses correspondances de guerre, ou de son roman, justement, Le désert des Tartares. Et je laisserai la parole à Yves Panafieux, le grand spécialiste de Buzzati. Ce livre est bel et bien l'évocation polémique du climat étouffant du fascisme. La configuration du temps militarisé, figé, stérile, sclérosant et destructeur que Buzzati s'évertue à illustrer dans le récit de la vie de Giovanni Drogo est l'écho du rituel maniaque, monotone et corrosif du nationalisme italien parvenu dans sa phase finale. Quant à Zurlini, il abandonna par 2 fois son élégance et sa préciosité. En 1965, avec le film « Des filles pour l'armée », évoquant, oui c'est vrai, ces transports en camion de jeunes femmes qui, pour ne pas mourir de faim, acceptèrent de se prostituer pour l'apaisement sexuel de la soldatesque. Mais surtout, les atrocités commises par l'armée d'occupation italienne en Grèce durant la guerre. Et en 1968, avec le film « Assis à sa droite », évoquant le sacrifice de Patrice Lumumba pour l'indépendance congolaise, véritable parabole christique qui rappelle certains films de Pier Paolo Pasolini. Zurlini, qui sans faire de tapage particulier, était communiste et se déclara lui aussi chrétien marxiste. Alors, un bref coup d'œil à leurs productions respectives. Buzzati, j'y ai fait allusion, est un écrivain fécond, éclectique, s'exprimant dans le roman, même de science-fiction, comme L'image de Pierre, en 1961, les recueils de nouvelles fantastiques, comme Le Cas, les contes empreints de fantastique aussi, comme Les 7 messagers, traduits en français en 1969, dans les adaptations théâtrales de ces nouvelles, comme I Sette Piani, Un caso clinico, un cas intéressant. Cette pièce sera réadaptée par Camus pour la scène française et jouée à Paris au Théâtre La Bruyère en 1955. Toujours une écriture facile, simple, qui aura la limpidité de l'eau. Mais ne nous méprenons pas, c'est là du grand art. Car c'est justement par cette facilité de lecture que nous débarquons sans y prendre garde, dans un univers fantastique
qui peut même se révéler menaçant, angoissant. Et il le dit lui-même. Il me semble que le fantastique doit être aussi proche que possible du journalisme. Il ne s'agit pas de banaliser les choses, même si, en fait, il s'agit un peu de ça. Disons plutôt que l'efficacité d'une histoire fantastique est liée à l'emploi de mots les plus simples et les plus concrets possibles. Évidemment, en Italie, avec plus ou moins de bienveillance à propos du désert des Tartares, on a parlé de sa grande, trop grande, parenté avec la montagne magique de Thomas Mann, édité en 1924. Mais lui, il en fut très fier et négligea l'accusation de plagiat. Bien évidemment aussi, certaines malveillances évoquèrent Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq, mais là, pas de problème. Ce roman était postérieur au désert des Tartares. Mais le nom de Kafka a foisonné dans toutes les critiques de l'œuvre de Buzzati, ce qui l'agaçait. Kafka a été une croix pour moi. Il n'y a pas eu une nouvelle roman-comédie dans laquelle quelques critiques littéraires ne perçoivent une ressemblance, une dérivation, une imitation ou même carrément un plagiat éhonté d'une œuvre de l'écrivain tchèque. Bien sûr qu'il avait lu et apprécié Kafka, mais différence essentielle. Pour Buzzati, la condition humaine ne se résout pas dans un néant métaphysique. Bon, en aucune façon, pour Buzzati, il n'y a de rédemption assurée, ça c'est sûr. Mais une ouverture au mystère. Ainsi, à la toute fin de sa vie, son non-héros du désert des Tartares n'a pas vaincu la mort, mais la peur de la mort, trouvant là peut-être un sens qui dépasse sa propre individualité. Pour Zurlini, les choses sont beaucoup plus compliquées. Zurlini, travailleur acharné, perfectionniste, ombrageux et sensible, mais sans aucune compromission, eut par cela même des rapports houleux et difficiles avec les producteurs. Tellement difficiles qu'il ne réussit à faire financer que 8 films. Il commence en 1955 avec une adaptation du roman de Vasco Pratolini, Les jeunes filles de San Frediano. Puis, la courte liste de ses autres créations qui s'égrèneront très longuement espacées. Mais citons les 3 films de 59, 60, 62, où le réalisateur, avec sa sensibilité à fleur de peau, devient le révélateur des états d'âme, des effusions amoureuses, des désirs frustrés et des difficultés à vivre dans une société pleine de préjugés. Alors, 1959, Été violent, où apparaît à l'écran le tout jeune Louis Trintignant. 1960, La fille à la valise, avec la toute jeune aussi Claudia Cardinale et un bel adolescent romantique, Jacques Simonet, qui a changé de nom comme acteur et pris le matronyme de Perrin. Et 1962, Journal intime, où Zurlini utilise avec subtilité la couleur et où les dialogues des 2 frères, interprétés par Mastroianni et Perrin, nous bouleversent complètement. Puis viendront les 2 films, disons, engagés déjà cités, Des filles pour l'armée et Assis à sa droite, et 4 ans plus tard sort Le Professeur. Ce film où Alain Delon joue peut-être son rôle le plus vrai, le plus humain, le plus bouleversant. Un professeur d'art désabusé qui renonce à un grand amour. 4 ans encore, et finalement, en 1976, son dernier film, Le désert des Tartares. Zurlini a beaucoup travaillé, proposé, mais subit des refus méprisants ou des atermoiements qui se terminaient brusquement, parfois la veille du premier jour de tournage. Toute inélégance, pour ne pas dire sale coup, qui l'obligèrent à abandonner des films finis dans des cartons. En 1981, il est malade, plein de rancœur. Il repense sa vie et justement, il n'a plus envie de vivre. Il est juré au 50e Festival de Venise, ça se passe mal. Il se dispute avec Carnet, qu'il aime bien pourtant. Il fuit la compagnie, il est mécontent de soi et des autres.
Et il décide d'écrire son journal, Les années des images perdues, une sorte de testament spirituel plein de miel et de fiel. Il se livre avec amertume et mélancolie, ses frustrations, son sentiment d'injustice, mais aussi sa passion pour le cinéma d'auteur et sa crainte de le voir disparaître. L'ombre de Berlusconi, peut-être. Et il y redit avec mélancolie sa passion pour la peinture. Il évoque sa vie intime, ses amitiés avec Visconti, Pasolini, le peintre Guttuso, vous savez, le grand peintre social par excellence. Et les dernières lignes sont celles d'un homme blessé. Je pense aux maîtres et aux collègues, dont les œuvres plus audacieuses, plus courageuses et neuves que les miennes, dorment encore dans un tiroir, dans un abandon peut-être définitif. Dans l'espoir incertain que ce livre insolite puisse remuer un peu les eaux des marais stagnants et mortifères dans lesquels s'enfonce et risque de disparaître notre cinéma, je publie aujourd'hui ces pages. Peu après ces dernières lignes, Zurlini meurt. Et le livre sortira accompagné des 3 scénarios qui ne furent jamais réalisés. En 69, Le radeau de la Méduse. En 74, Saint-Paul. Et on pense à Pasolini, qui lui aussi voulait faire un Saint-Paul. Et 78, Le soleil noir. Son ami Renato Guttuso a joint au livre 5 eaux-fortes en son honneur. En 2012, un autre réalisateur pour la télé et pour lui-même aussi, qui s'appelle Adolfo Conti, en fera un film documentaire. Je ne l'ai pas vu, mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est un documentaire magnifique. Alors maintenant, Buzzati, Zurlini, un mot de leurs amours. Pour 2 hommes aussi entiers et pris d'absolu et pleins de tourments, les amours furent particulièrement difficiles. D'ailleurs, est-ce que cela nous regarde ? Ben, oui, quand même un peu, car leur création s'en ressent. Buzzati n'a écrit qu'un roman sur lui-même, avec une extrême lucidité et aucune complaisance. Amore, paru en 1963. D'ailleurs, il fut traduit en 1964 presque tout de suite en français. Il s'y montre avec sa passion désordonnée, frustrante et même dégradante, dépendant d'une femme, dont tous les défauts et vices du monde sont en compétition avec la méchanceté. Il n'en sera guéri et apaisé qu'à 60 ans, quand il rencontrera et épousera la toute jeune, belle, simple et exubérante Almerina. Zurlini, lui, reste secret, mais c'est dans ses réalisations, confessions à peine voilées, impudiques et transcendées, bien sûr, qu'il nous livre ses amours compliqués ou impossibles. L'attirance des corps, le désir inassouvi, jusqu'à la débâcle finale. Il est le Delon pathétique du film Le Professeur de 1972. Encore un de ses titres indignes dans la traduction française. Le titre italien étant La prima notte di quiete, soit La première nuit de tranquillité, mot d'un poème de Goethe pour désigner la mort. Oh, mais c'était sans doute trop intellectuel pour M. Delon, puisque c'est lui qui a exigé qu'on change le titre en Le Professeur. Bien. Et vous souvenez-vous peut-être comme moi des derniers mots de l'Acatone de Pasolini, mourant sur ce bout de trottoir. Mo sto bene. Maintenant, je me sens bien. Et comment alors maintenant ne pas évoquer cette nuit sans rêve à laquelle accèdent nos 2 créateurs. Buzzati, lorsqu'il avait 18 ans, avait vu mourir son père dans les souffrances d'un cancer du pancréas. Et il en était devenu hypocondriaque, vivant avec l'effroi et l'obsession de la mort. Il mourut justement de ce même cancer le 28 janvier 1972, à 66 ans. Zurlini, dépressif, alcoolique, malade, c'est son assistant, Christian de Challonge, qui travaille les dernières séquences du film Le désert des Tartares, meurt de maladie, a-t-on déclaré officiellement, en fait, suicidé le 27 octobre 1982, à seulement 56 ans.
Et leur fin à tous les deux est peut-être bien aussi leur première nuit de tranquillité. Ainsi donc, à 36 ans de distance, ces deux sensibilités, ces deux tourments se sont rencontrés, se sont complétés, se sont fortifiés et ont pu effectivement, et tout à fait pertinemment, garder pour une de leurs œuvres le même titre, Le désert des Tartares, avec évidemment les différences inhérentes au type de production. Tout est inversé. Pour la liberté, elle est totale pour l'écrivain, alors que le cinéaste dépend des financeurs-producteurs et du talent des acteurs. La durée. Le roman, on le prend, on le laisse, on peut relire un passage. La durée du film est limitée, elle est globale. Et la linéarité. Le récit est toujours explicite dans le roman, alors que le film est fait de séquences, de plans, d'ellipses et de raccourcis qu'il faudra décrypter. Le roman parle à notre intellect et le film, lui, suscite plutôt l'instinct et la sensualité. Revenant à notre désert des Tartares, après toutes les assonances italiennes entendues, surprise, c'est le nom bien français Jacques Perrin qui s'impose pour la genèse du film. Un Jacques Perrin acteur, devenu aussi producteur à seulement 35 ans. Lecteur passionné de Buzzati et littéralement amoureux de ce roman, qu'il définit comme histoire d'une guerre sans combat, d'une aventure sans action, Jacques Perrin est surtout amoureux du personnage de Drogo, le héros de cette épopée rêvée. L'idée d'en faire un film et d'incarner Drogo ne l'avait jamais quitté. D'ailleurs, il avait acheté les droits quelques années auparavant. Il demanda à son ami André-Georges Brunelin d'en écrire le scénario, ce qui fut admirablement fait. Nous savons que Jacques Perrin était resté un ami plein d'admiration pour Zurlini, qui l'avait lancé tout jeune dans les deux films déjà mentionnés, et à l'occasion desquels Jacques abandonna son patronyme Simonet pour son matronyme. En 1960, La fille à la valise, avec Claudia Cardinal, et 1962, Le journal intime avec Mastroianni. C'est donc tout naturellement à Valerio Zurlini qu'il proposa avec passion la réalisation de ce film. Valerio fut pour moi un père spirituel et un ami. Sa personnalité rayonnante, sa culture prodigieuse étaient pour le jeune homme autodidacte que j'étais d'une séduction absolue. Par lui, j'ai appris que c'était de l'intérieur que l'on habillait un personnage. Et ce fut accepté avec le même enthousiasme et même une certaine ferveur par ce cinéaste à la sensibilité, je l'ai dit, à fleur de peau. Mais si, dans l'esprit, l'idée était belle et l'accord parfait, la création matérielle du film, elle, était une montagne de difficultés à surmonter, dont celle du financement, trop lourd pour la Reagan Film, sa société de production. Alors, Jacques Perrin se démena comme un diable pour convaincre des coproducteurs. Phil de Broc, les films de l'Apostrophe, France 3 Cinéma, Cinema 2, les Allemands de la Corona Film Production et la FDCI iranienne fut citée pour remerciements et l'accueil sur place. Ainsi, le film est une production franco-italo-allemande. Ces financeurs-là furent peut-être définitivement séduits par le décor découvert par Jacques Perrin. La forteresse de l'antique cité du sud-est iranien, Akelbam, classée patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Et nous avons l'avantage de voir ce décor, cette forteresse qui désormais n'existe plus dans son ensemble, suite au tremblement de terre qui la détruisit presque complètement en 2003 et qui ensevelit plus de 40 000 personnes de la ville voisine. Ainsi, les problèmes financiers réglés, il fallut réunir le casting. Alors là, les adjectifs superlatifs s'imposent. Et ils fleurirent. Prestigieux, somptueux, éclatant, exceptionnel, fastueux, remarquable, et je dirais aussi international. Vous reconnaîtrez les Français. Philippe Noiret, comme à son habitude génial,
dans ce personnage de général élégant et raffiné, mais patelin, et aussi vicieux et dangereux. Jacques Perrin incarne Drogo, un jeune officier blondinet discret, les yeux pleins d'espoir, et qu'un maquillage parfois un peu appuyé va faire vieillir de façon tragique. Laurent Terzieff, il a alors 40 ans et en paraît 25. Il est l'officier von Amerlin qu'un aristocrate, si beau, si doux, si fragile et en même temps si fort, en quelque sorte au-dessus de la mêlée. Et Jean-Louis Trintignant, en médecin-major, il a un jeu impeccable, ses yeux, ses lunettes voient jusqu'au fond des âmes. Et puis les Italiens, Vittorio Gassman, inattendu, dans ce rôle de colonel calme, réfléchi et magnifique d'humanité, et Giuliano Gemma, qui fut récompensé par le prix spécial du meilleur acteur pour ce rôle. Il est le terrible capitaine Matisse, et ses fameux beaux yeux noirs de velours deviennent là plus incisifs que la noire obsidienne. Puis les Espagnols, Francisco Rabal, c'est un tronc bien noir, bien sombre, et son regard est perfide, plein de rancœur. Et Fernando Rey incarne bien avec sa rondeur le pauvre vieux colonel Natanson. Et puis les Allemands et le Suédois, alors Helmut Grimm, l'Allemand, c'est plus fort que nous, l'image de l'officier SS des damnés de Visconti nous hante chaque fois qu'il apparaît à l'écran, mais lui, il sera le lieutenant Simeoni, peut-être aussi méchant que le SS. Et le Suédois, Max von Sydow, l'auteur aux 109 films, grandiose acteur, lui aussi, il est le seul personnage qui nous touche vraiment. Et sa sortie de l'histoire est enfin, pour moi, un moment de grande émotion. Beaucoup de grandes stars, n'est-ce pas? Et il fallut gérer avec tous les égards, beaucoup de diplomatie, et l'on a su par de multiples confidences que si le film fut un immense succès, le tournage, lui, fut délicat et difficile. Or donc, au su de la trame romanesque d'origine, nous ne nous attendons pas à des intrigues compliquées, à des mystères à élucider, à des crises, à des passions amoureuses. Aucune tentatrice dans les parages, à part la fiancée éventuelle de Drogo, mais qui fut vite évincée par la forteresse. Toute histoire, dans ce film, c'est le seul Giovanni Drogo qui l'incarne. Drogo, tout jeune officier sorti de son académie, arrive plein d'espoir et d'envie de gloire pour prendre ses fonctions au fort Bastiano, aux confins du pays, destiné à protéger la frontière et arrêter une éventuelle invasion de ces gens du Nord, ces Tartares énigmatiques et peut-être aussi mythiques. Le fort était silencieux, noyé dans le plein soleil de midi, sans un coin d'ombre. Ses murs s'étendaient nus et jaunâtres. Les montagnes, à droite et à gauche, se prolongeaient à perte de vue en chaînes escarpées, apparemment inaccessibles. Instinctivement, Giovanni Drogo arrêta son cheval. Il considérait d'un regard fixe les sombres murailles, les parcourant lentement des yeux, sans parvenir à en déchiffrer le sens. Il pensa à une prison, il pensa à un château abandonné. Le jeune officier est donc déçu par cette masse aveugle, et ce qu'il découvre à l'intérieur le refroidit complètement. Tout est laid, lourd, inélégant, et les visages qu'il entrevoit sont inexpressifs. On entend peu de bruit, des ordres hurlés et incompréhensibles, des sonneries étouffées de trompettes lointaines. On se perd dans des dédales de couloirs. L'étiquette est rigoureuse. Les règles très rigides lui paraissent souvent absurdes, mais elles sont respectées par tous et avec presque un plaisir que Drogo ne comprend pas. Il lui sembla qu'il se trouvait parmi des hommes d'une autre race, sur une terre étrangère, dans un monde dur et ingrat.
et il pense quitter au plus vite cette forteresse absurde. Le médecin du fort semble le comprendre. Il en a aidé d'autres. Avec son certificat médical, Drogo partira dans 4 mois. Mais voilà, il n'a plus voulu partir. Petit à petit, il a été absorbé par une routine confortable, des rites immuables et même la rigidité des collègues. Il s'est attaché à sa chambre minuscule, au peu de ciel nocturne qui lui offre sa non moins minuscule fenêtre. Il aime contempler cet horizon, d'où surgira l'ennemi, avec son ami Simeoni, obsédés qu'ils sont par cette bataille qui les fera héros. Il est pris au piège. Et les années passent dans cette routine, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Certains sont partis à la retraite. Drogo a vieilli, maintenant il est malade et ne peut quitter son lit. Et voilà qu'enfin, du septentrion se lèvent des tourbillons de poussière sous les sabots de la cavalerie tartare. Mais il est désormais trop tard. Et Drogo, trahi par son ami, ne pourra même pas assister à la bataille. On pourrait rester interdit à l'annonce de tant de vide, d'irréalité, d'indétermination. Or, pas du tout. Par la grâce des images et des couleurs, du rythme lancinant, des accords étranges des buccins et des violons de cigane du génial Ennio Morricone, c'est bien un étrange western que nous vivons. Et c'est par cette grâce et avec les armes de la poésie que Zurlini nous entraîne subtilement dans cet univers déstructuré de Buzzati, en nous persuadant de sa cohérence, comme dans un rêve. Le roman et le film s'y retrouvent également, et les différences sont rares ou infimes. Le nom du fort passe de Bastiani à Bastiano. Bon. La couleur d'un mystérieux cheval passe du noir au blanc. Bon. Quelques têtes ont disparu, c'est normal. Une partie de chasse, oui. Une chasse au sanglier ajoutée comme un défouloir. Et surtout, plus lourde ou symbolique, la fin bien triste de Ortis. Non, la seule différence significative se trouve dans la conclusion. Chez Buzzati, avec un Drogo malade et épuisé, mais apaisé, et au doux sourire pour accueillir la mort. Il parut à Drogo que la fuite du temps s'était arrêtée. C'était comme si un charme venait d'être rompu. La route de Drogo avait atteint son terme. Le voici maintenant sur la rive solitaire d'une mer grise et uniforme. Faisant un effort, Giovanni redresse un peu le buste, arrange d'une main le col de son uniforme, puis dans l'obscurité, bien que personne ne le voie, il sourit. Chez Zurlini, au contraire, vous verrez un Drogo amer et pathétique qui s'effondre. Et nous ne pouvons éviter de rappeler la douloureuse désespérance de Zurlini à la fin du tournage, et pour le coup, sa propre mort annoncée. Mais les deux créateurs, Buzzati comme Zurlini, nous invitent subrepticement à la réflexion. Selon rêve, et peut-être bien un monde métaphorique, les paysages, les décors, les personnages, les quelques événements et l'attente et la notion du temps sont 5 métaphores de notre monde, de nos vies, de nos finalités. Alors, les paysages, vous les avez déjà vus, immensité, aridité. La splendeur des photos de Luciano Tovoli reflète la poésie buzzatienne. Mais dans quel pays sommes-nous ? La géographie de ces paysages reste confuse. On n'est nulle part, entre montagnes escarpées et déserts rocailleux. Tout est hostile, inquiétant et pourtant d'une fascinante beauté. C'est là, j'en suis sûre, une métaphore carrément pascalienne de notre vieille terre dans un univers infini. Et les décors ? Les décors, la vue extérieure de cette forteresse que l'on ne voit jamais dans sa totalité reste chimérique. Ce ne sont que des fragments épars, quelques créneaux d'une tour, des meurtrières ou quelques mètres de chemin de ronde, là seulement où marche le héros, pas plus.
Et les redoutes, mais où sont-elles situées exactement? Pour les décors intérieurs, c'est la même chose, toujours très sombre. Ce ne sont que des tronçons de couloirs ou quelques marches d'un escalier qui montent, on ne sait où. Toutes les formes sont géométriques. Des portes entr'ouvertes, mais sur quoi? On ne sait pas. Et ces fenêtres si haut placées par lesquelles on ne voit rien, sans compter ces bureaux sans fenêtre apparente. La chambre de Drogo, le bureau du colonel, à quel étage sont-ils? Serions-nous dans une geôle? Et s'imposent à l'esprit les estampes de Piranesi et ces prisons imaginaires qui nous donnent le vertige. Ce huis clos d'un dépouillement triste et rêche serait alors une métaphore du milieu carcéral de notre monde. Serions-nous tous, à notre insu, prisonniers de quelque chose ou de quelqu'un? Et nos espoirs sont-ils fallacieux? Troisième point, les personnages sont-ils eux aussi des métaphores? Les soldats, on ne les voit qu'en masse, indifférenciés, en carré, compacts et bien alignés. Ce sont ceux qui obéissent, ceux qui exécutent. Les Tartares, on n'en verra que la poussière soulevée par les sabots des chevaux, lorsqu'enfin il surgira, obsédant et fantasmé. Serait-il la métaphore de nos peurs, physiques, politiques, morales ou existentielles? Et les personnages marquants sont magnifiquement interprétés, tous aussi magnifiquement dirigés et photographiés. Les uns partiront à la retraite, les restants, nous les verrons vieillir. Alors, les gradés du fort, eux, sont reliés par les seules relations hiérarchiques. Très formelles aussi. On dîne en grande tenue, les gants blancs sont de rigueur, ils sont froids, polis, et cachent aussi des rivalités plus mesquines que sournoises. Ils ne s'expriment que par des expressions adaptées et protocolaires, et toujours ces claquements de talons. Métaphore des grands, et des moins grands, d'ailleurs, de nos sociétés, avec les obligations et les hypocrisies qui les accompagnent, celle de la dite bonne éducation. Parmi les personnages métaphoriques, je dirais de façon sûrement trop abrupte, que se détachent deux groupes, les positifs et les négatifs. Vous décèlerez vous-même les nuances. Parmi les positifs, Drogo, jeune lieutenant, sensible, doux, rêveur, confiant dans un avenir brillant, à tel point qu'il négligera et oubliera sa probable future fiancée, comme il oubliera sa famille, sa ville, sa maison, qu'il ne verra, qu'il ne pensera, qu'il n'aimera plus que sa vie au fort, et sera obsédé par cet horizon lointain. Vous savez bien, celui d'où viendra l'ennemi, etc., etc. Serait-il la métaphore de la jeunesse naïve et inconséquente? Drogo va ainsi littéralement gaspiller sa vie, et serait-il alors la métaphore à ce moment-là de l'isolement et de la désocialisation? Le trop vieux colonel d'Atenson, visage inexistant dans le roman, très malade et que l'on garde en attendant son remplacement par le colonel Filimore, il est un peu comme une ombre, très en retrait, mais bienveillant, et toujours là, comme une voix de la conscience. Le colonel Filimore, aristocrate intelligent et humain, a dirigé le fort avec compétence. Mais il n'y croit plus. Il est désabusé. Il n'a que des regrets au moment de prendre sa retraite. Et en sortant, en retournant, se voit désormais que du vide. Alors, toute intelligence serait-elle inutile et inopérante dans ce bas monde? Ortis, son remplaçant, est le seul véritable ami de Drogo. Homme de bien, le type même de ce que l'on appelait naguère un honnête homme. Conscient de la vanité de l'armée, de la vacuité de sa vie et de la générale absurdité du monde, lui qui a passé toutes ces années à attendre sans savoir quoi, dira-t-il, mais il gardera bienveillance et dignité et se dresse au moment de son départ à la retraite comme forme métaphorique de l'homme existentialiste. Le lieutenant-colonel Ortiz transmit les consignes à Simeoni, le nouveau commandant du fort.
Drogo l'accompagna jusqu'à la limite de l'esplanade. Maintenant, après avoir si longtemps parcouru le même chemin, leurs deux routes se séparaient. Ortiz regardait, avec des yeux ternis par l'âge, les murs du fort qu'il allait abandonner pour toujours. Il les regardait intensément, et nul, en dehors de Drogo, n'eût pu deviner combien il souffrait. Et puis le comte von Amerlinck, langoustine du roman, est un aristocrate plein de noblesse, de discrétion et de délicatesse, et qui va mourir dans une tempête de neige en grand seigneur, sous les sarcasmes du fanatique Matisse, son bourreau. Dans la dureté de notre monde, il n'y a pas de place pour la douceur. Le vent s'interrompa un instant. Augustina releva un peu la tête, remua lentement les lèvres et parvint à articuler 3 mots. Demain, il faudrait. Et puis plus rien. La tête d'Augustina retomba en avant, abandonnée à elle-même. Blanche et raide, une main gît parmi les plis du manteau. Et Ferdinando Rovine, le médecin, avec son air de lassitude résignée, était un homme bien renseigné sur les occupants du fort et plein de bienveillance, mais il restait dans l'ombre et comprenait ces jeunes officiers rebutés par l'atmosphère du fort. Oh, je ne vous fais pas de reproches. Vous avez raison, vous autres jeunes, de ne pas moisir ici. Là-bas en ville, il y a beaucoup de chance. J'y pense parfois, moi aussi. Et si je pouvais... Vous partez tous, l'un après l'autre. Il finira par ne plus rester que nous autres, les vieux. Et il est bien l'homme moyen typique, avec sa grandeur et ses petitesses. Les personnages négatifs sont, et le pire, le capitaine Matisse. Lui, c'est le fou de guerre, inculte, rigide et glacial, ne jouissant que de son autorité et de la crainte qu'il inspire. Il hait viscéralement l'aristocratique von Amerlinck, sa beauté, son élégance, et n'a de cesse de le tourmenter jusqu'à sa mort. C'est la métaphore du sadisme. Et puis, un autre psychorigide, Tronc, mais lui, c'est un fou des règlements. Et lui aussi aura sa victime, le pauvre Lazzari, qu'il fera fusiller, juste pour l'exemple, et fusillé par son ami, le Morico. C'est moi, Lazzari. Tu ne me reconnais pas, Morico. Mais la sentinelle n'était plus Morico, ce n'était plus qu'un soldat, au visage dur, qui maintenant levait lentement son fusil et visait son ami sous le regard froid de son chef, Tronc. Et le lieutenant Simeone, arriviste avant tout, aussi intelligent que froid et soi-disant ami de Drogo. Mais il en est sûrement aussi jaloux. Devenu chef du fort, il jubile et se révèle d'une incroyable dureté au moment où, enfin, les Tartares sont à l'horizon et la bataille proche, en renvoyant du fort Drogo malade et en le privant même du spectacle de la bataille. Allô, Simeoni, j'ai sans doute peu de temps à vivre. Laisse-moi rester ici. Il y a 30 ans que je couche dans cette chambre. L'autre resta un instant silencieux. Il regarda avec mépris son collègue malade, eut un sourire mauvais, et puis demanda d'une voix changée. « Et si je te le demandais en tant que supérieur? Si c'était un ordre ?» C'est bien là une métaphore de l'arrivisme sauvage. Et enfin le général, tout-puissant mais tatillon, mondain et hautain, méprisant pour ses pions que sont ses officiers. Patelin et jouissant de son autorité. Main de fer dans un gant de velours, métaphore naturelle d'un pouvoir inhumain. Et tous ces personnages et leurs subalternes vivent dans ce fort aveugle une vie scandée par de petits faits répétitifs et d'une banalité déconcertante. Disons que seuls 6 événements secouent un peu cette monotonie, comme le font les injustices du destin. L'ascension d'une montagne dans une terrible tempête de neige, la mort prématurée et provoquée du bel aristocrate von Amerlinck pendant cette même tempête, le surgissement incompréhensible d'un cheval blanc devant le fort et la conséquente effervescence générale,
l'exécution du soldat Lazzari fusillé pour une stupide histoire de mot de passe, et en réponse à cette exécution, une mutinerie inattendue dans ce fort tenu d'une main de fer. Enfin, une chasse aux sangliers, magnifique d'ailleurs, pendant laquelle certains défoulent leur agressivité. Alors, par quel artifice ces actions d'éclat si rares, ces lieux vagues et cette époque incertaine, ces personnages nombreux, mais sans passé ni histoire familiale, ces paysages si vastes et vides, tout cet univers atypique réussit-il à créer comme une fantasmagorie et à nous envoûter? Artifice, non, grand art, rythme lancinant, photographie de la lumière et des couleurs frémissantes, gros plans subtils, des visages où l'on peut lire jusqu'à la moindre pensée, jusqu'au moindre doute. Le film montre ce que le roman décrit dans un état de grâce permanent. Mais aussi, surtout, je crois, l'art extraordinairement subtil de Zurlini dans sa représentation du temps et de l'attente, notion tellement abstraite. Les durées sont incertaines, les jours, les mois, les années se dilatent et nous déroutent. On ne sait combien de temps s'est écoulé entre un fait et le suivant, un jour, un mois, un an. Progressivement et presque à notre insu, tout se désagrège. Les visages se fanent et on s'aperçoit ainsi tout à coup que Drogo est vieux. Il y a le temps qui s'écoule inexorable et celui de l'attente. Puisque toujours on attend, et dans cette attente, nos héros se retrouvent vieux sans y avoir pris garde. Quand ils sont entrés dans ce fort, ils sont entrés dans un monde où tout leur échappait et eux ne pouvaient échapper à leur destin. Ainsi, on peut considérer le film dans sa globalité comme une seule métaphore, nous conduisant en douceur jusqu'à une conclusion mélancolique, celle de notre condamnation à vivre dans un monde incompréhensible et qui nous échappe. Mais excusez mon petit plaisir de citer un vers de Dante, le vers 9 du chant 3 de son immense poème. Lasciate ogni speranza voi che entrate, laissez toute espérance vous qui entrez. Devrions-nous prendre pour nous aussi cette terrible injonction, nous qui n'avons pas demandé à naître, nous qui nous trouvons obligés? Non, direz-vous, il s'agissait alors de l'entrée dans un enfer, l'enfer de la divine comédie. Et il y avait une suite, un purgatoire, un paradis, une lumière, le sourire de Béatrice, comme promesse d'un salut. Salut que Buzzati semble laisser entrevoir dans le sourire de Drogo mourant, mais que le dépressif et pathétique Zurlini refuse à son héros. Pour reconclure, et moins poétiquement, je rappellerai ce qu'on a dit du film: épopée sans action, guerre sans bataille, chevauchée immobile. On a dit aussi film existentialiste, film métaphysique, film métaphorique, film de l'errance, film halluciné. On a dit encore allégorie de la dictature et même critique féroce de l'armée. On a dit beaucoup de choses. Et on récompensa le film, Grand Prix du cinéma français, prix dit Donatello, meilleur réalisateur, meilleur film, spécial meilleur acteur pour Giuliano Gemma, ruban d'argent pour meilleure réalisation de Zurlini, film classé au patrimoine du cinéma italien. Et il y a une petite note, qui n'est pas de moi, mais de Michele Dell'Ambrogio, qui est un critique littéraire italien. Zurlini n'a pas joui en son temps de toute la considération et de la célébrité qu'il mérite. Et pourtant, tous les critiques reconnaissent maintenant qu'il est un cinéaste majeur, un des rares cinéastes italiens qui ont su analyser avec autant de finesse et de subtilité les sentiments humains et les passions violentes qui conditionnent et détruisent l'individu. Merci de votre attention.